27 avant Jésus-Christ, Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, j'en parlais il y a un instant, qui est également son petit-neveu, triomphe de son concurrent Marc-Antoine. Il prend le pouvoir suprême à Rome et il décide d'abolir, pas tout à fait d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que ça, il maintient en fait les formes de la République, mais il décide de changer sa propre titulature. Il décide de devenir César Augustus. Augustus, c'est ce adjectif qui a donné le nom de Auguste en français, qui veut dire le divin. Et puis, il va également se prévaloir d'un titre qui est le titre de Imperator, qui est le généralissime. Il est assez amusant de voir que Imperator, c'est en latin ce que Vercingetorix est en gaulois, si l'on peut dire. Il s'agit d'un titre militaire. Octave, devenu Auguste, va fonder donc l'Empire romain. Et pour asseoir, comment dirais-je, pour faire le marketing, on dirait à notre époque, de cette créature politique, il va adopter toute une série de symboles, au premier rang desquels un symbole que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du monde, qui est le symbole de l'aigle. L'aigle impérial, l'aigle romain. C'est le symbole de l'Empire romain. Ça va devenir, comme on le verra, le symbole de tout empire universel. De tous ces fantasmes qui vont saisir les uns après les autres toute une série de pays d'Europe, y compris la France, on le verra avec Napoléon, et qui vont ensuite, comme on le verra aussi, traverser l'Atlantique. Cette espèce de volonté d'une nation à un moment ou à un autre de vouloir devenir la maîtresse du monde entier et de fonder un empire universel. Alors, ça c'est la carte de l'Empire romain au moment de sa plus grande extension, c'est-à-dire en 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Trajan qui a, comme vous le savez, conquis la Dacie. C'est ce qui fera la plus grande extension de l'Empire romain, ce qu'on appelle actuellement la Roumanie, puisque vous savez que les Roumains sont le seul peuple slave qui parle une langue latine, et Roumanie, ça veut justement dire le pays des Romains. Voilà donc quel est l'Empire romain au moment de sa plus grande extension. Je me permets d'insister sur un élément très important, c'est que l'Empire romain n'a jamais été un empire universel. Il n'a jamais conquis la Chine, le Japon, les Indes, la Russie, ni a fortiori le Nouveau Monde que les populations d'Europe ignoraient à l'époque, dont ils ignoraient l'existence. Donc cet empire universel ne l'a jamais été. C'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que cet empire, même réduit à ce qu'il fut, n'a jamais unifié l'Europe. Il y a des parties entières de l'Europe qui n'ont pas été romanisées. C'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de l'Écosse, c'est le cas de tous les pays scandinaves, c'est le cas d'une très grande partie de l'Allemagne. Seule l'Allemagne rhénane ou la Bavière ont été romanisées. Et on verra d'ailleurs que ce sont ces parties romanisées qui seront restées catholiques alors que les autres vont devenir protestantes. Et puis, comme vous le voyez sur cette carte, comme vous le devinez, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, tout ceci n'a pas été romanisé. En revanche, cet empire était centré sur la Méditerranée. Donc l'Empire romain, c'est un empire méditerranéen, qui veut dire au passage donc qu'il a été possible à une certaine époque d'unifier la Gaule, l'Italie avec ce qui est actuellement la Tunisie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Numidie, avec Carthage. Donc, de cette carte, nous pouvons tirer deux grandes règles de l'histoire qui ne seront jamais démenties. Premièrement, il est impossible d'unifier le continent européen, et nous allons voir que cette règle n'a jamais été démentie. Jamais l'Europe n'a été unifiée. Elle ne l'est d'ailleurs pas à l'époque, au moment où nous parlons, puisqu'il y a encore certains pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et que par ailleurs l'Union européenne est en train d'aller vers sa désintégration. Telles sont en tout cas les analyses que je fais. Et donc la deuxième règle, c'est que l'idée même d'un empire universel est un rêve impossible. Ce rêve d'ailleurs va se fracasser, quelques centaines d'années après. En 476 après Jésus-Christ,
l'Empire romain disparaît en Occident, toute la partie de couleur mauve sur cette carte, mais il va subsister pendant presque 1000 ans en Orient, c'est la partie orange. Vous savez que sous le choc des invasions barbares, l'empereur Constantin, qui vivait donc au début du IVe siècle, décide de transférer le siège de l'Empire qui se trouvait à Rome, qui était trop menacé par l'arrivée des Ostrogoths, des Visigoths notamment, de le transférer dans un petit port de pêche qui s'appelait Byzas ou Byzance, et dont il va faire la ville de Constantin. Constantinopolis, qui va donc donner la ville de Constantinople. Mais la partie donc occidentale de cet empire va s'effondrer au début du Ve siècle, tomber dans les mains des tribus barbares qui envahissent l'empire, et donc la partie orientale seule va subsister sous le nom de l'empire dit byzantin. Et cet empire byzantin va prétendre que Constantinople est la seconde Rome, la nouvelle Rome, et va reprendre le motif de l'aigle impérial. À cet égard, il est intéressant de regarder une monnaie de l'empereur de Byzance Justinien qui vit au Ve siècle. Il est intéressant de la regarder de près. Cette pièce de monnaie, c'est un solidus en or qui a été frappé à Constantinople, c'est marqué en dessous. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur cette monnaie des objets que l'on va retrouver tout au long de l'histoire. D'abord, on voit un ange qui tient dans sa main gauche, à droite pour nous, l'orbe impérial, c'est-à-dire un globe surmonté d'une croix. C'est le symbole du pouvoir temporel sur l'ensemble de l'univers. Et dans sa main droite, à gauche pour nous, la croix du Christ. C'est le symbole du pouvoir spirituel sur l'ensemble de l'univers. Et donc l'Empire byzantin, l'empereur, va prétendre disposer d'un double pouvoir à la fois temporel et spirituel sur le monde connu, c'est-à-dire sur l'Europe. En 315, Constantin, donc qui va transférer sa capitale à Constantinople, en réalité aurait présenté, enfin c'est un faux historique, mais enfin la légende veut que l'empereur Constantin ait transféré au pape Sylvestre son pouvoir sur l'Occident, la primauté sur les églises d'Orient et l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir impérial, au pape Sylvestre. Ça, c'est un petit détail de l'histoire, mais qui est d'une très grande importance. C'est ce qu'on appelle la pseudo-donation de Constantin. Pourquoi est-ce que c'est d'une très grande importance ? C'est une invention qui remonte au Moyen-Âge, hein, ça n'a pas été... Mais parce que ça témoigne d'un phénomène qui est d'une très grande importance dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de la France, c'est qu'au moment où l'Empire romain s'est effondré, les patriciens romains, les familles nobles romaines, voyant tout leur univers s'effondrer, ont essayé de trouver une structure pour survivre et pour garder leurs privilèges. Et la seule structure qu'ils ont pu trouver, c'était en réalité de se fondre dans le principe de cette religion en plein essor qui était le christianisme. Et donc, à partir du IVe siècle, l'Église chrétienne, qui est auparavant une église d'esclaves, c'est une religion des esclaves, ils se réunissent dans des catacombes, ils sont pourchassés, vous connaissez les poursuites faites par l'empereur Néron ou par Dioclétien, donc qui font des martyrs, donc ce sont des persécutés. Et cette église de persécutés des 3 premiers siècles va d'un seul coup devenir une église de pouvoir qui va atteindre son sommet à la Renaissance italienne, où on verra des papes qui seront des princes de l'Église, qui crouleront sous les richesses, qui ne respecteront plus en rien les principes des évangiles. Donc d'où vient cette mutation très importante, et très importante notamment pour l'histoire de France, on va le voir tout à l'heure, eh bien ça vient justement du fait que ce sont les stratégies de carrière, si j'ose dire, les stratégies de survie familiale des patriciens romains qui ont investi l'Église pour essayer de trouver une structure dans laquelle ils pourraient maintenir leur pouvoir. De fait, le pape, qui était auparavant un esclave, le chef des chrétiens, va se fondre dans la titulature de l'empereur. Il va se faire appeler souverain pontife. Le Pontifex Maximus, c'est le fabricant de ponts. C'était un des titres de l'empereur romain. Mais donc il va s'installer, le pape va s'installer dans les palais laissés vides par les empereurs de Rome et va reprendre leurs titres.
avec évidemment ce qui se cache derrière, c'est que le pape va prétendre avoir une souveraineté à la fois spirituelle et temporelle sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. Alors nous voici arrivés en 476 après Jésus-Christ, lorsque le chef ostrogoth Odoacre dépose gentiment Romulus Augustule, le dernier empereur romain. C'est un garçon qui a 16 ans. Il n'est pas massacré, il est envoyé terminer sa vie à Capri. Il y a des fins plus terribles. L'histoire est assez curieuse aussi, puisque la ville de Rome a été fondée par Rémus et Romulus, et le dernier empereur romain s'appelle Romulus. Et donc, l'effondrement de l'Empire romain, qui va laisser un véritable traumatisme dans toute l'Europe pendant des siècles et des siècles, qui va être expliqué comme une vengeance divine par les contemporains, est la première illustration de cette formule que l'on doit au philosophe, à l'historien, Jean-Baptiste du Rosel, « Tout empire périra ». C'est la deuxième leçon de la chouette de Minerve. La grande leçon, c'est que tous les empires périssent. Et on va le voir, toute l'histoire est constellée, l'histoire mondiale, d'empires qui prétendaient à l'universalité et qui ont tous disparu. Et c'est une leçon de l'histoire qui mérite réflexion et que les collaborateurs de toutes les époques n'intègrent jamais dans leurs calculs. En 52 avant Jésus-Christ, on l'a vu, les élites gauloises qui s'étaient laissées corrompre par César avaient pris le parti étranger, elles avaient pris le parti romain. Si on veut être cynique, on peut dire qu'elles, finalement, elles avaient fait un bon calcul, parce qu'elles avaient 528 ans devant elles avant de voir s'effondrer l'Empire qui avait submergé la Gaule, de moins 52 à plus 476. En revanche, en 1940, ceux qui ont adopté le parti de l'étranger, qui ont collaboré avec l'Allemagne hitlérienne, avec Hitler qui voulait fonder un Reich millénaire qui devait durer 1000 ans, eh bien ceux-là, ils ont eu moins de flair, parce qu'ils n'ont eu que 4 ans devant eux avant de voir s'effondrer le Troisième Reich. Et donc la question que tous devraient se poser de nos jours, dans combien de temps va s'effondrer l'empire qui veut nous asservir ? Avançons. En 486, 10 ans seulement après la disparition du dernier empereur romain d'Occident, un franc, c'est plus un Gaulois, c'est un guerrier franc, qui font donc des tribus barbares qui sont arrivées en Gaule, bat à Soissons Syagrius, qui est le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Pourquoi ça ? Ça veut dire qu'effectivement, à Rome, l'Empire s'est effondré, mais il restait encore par-ci et par-là des provinces qui étaient tenues par des Romains. C'était le cas à Soissons, au nord de Paris. Et c'est à cette époque, donc 10 ans après, que le Gaulois franc, le soldat franc, Clovis, le chef franc, bat à Soissons un Romain qui était le dernier représentant du pouvoir, Syagrius. Si j'en parle, c'est parce que c'est resté célèbre dans notre histoire nationale sous le fameux épisode du vase de Soissons. Vous savez, avec Clovis qui se voit réclamer par un de ses soldats le partage du tribut. Donc ça fait partie d'une de ces images d'Épinal de l'histoire de France. Mais on a tout le monde, enfin beaucoup, les gens en tout cas de ma génération, ont tous appris Clovis et le vase de Soissons, mais on a oublié de quoi il s'agissait. Il s'agissait de ça. Il s'agit en fait d'un épisode qui témoigne de la disparition définitive de la présence romaine, de la domination romaine en Gaule et du primat, de la primauté d'un guerrier franc sur la Gaule. 10 ans se passent encore après. Donc 476, c'est l'effondrement de l'Empire romain. 486, la disparition de la domination romaine en Gaule. 496, Clovis, le chef franc qui a réuni, qui est l'homme fort du pays, décide de se faire baptiser et sacrer à Reims après sa victoire contre une autre tribu barbare qui s'appelle les Alamans. Et ça se passe à Tolbiac, donc en Champagne. On voit ici, sur cette vignette médiévale, qui est assez curieuse, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'on voit à la fois le baptême de Clovis